Bonjour Caroline Galacteros. Bonjour Jade. Merci de nous recevoir aujourd'hui pour parler du conflit ukrainien et plus précisément de l'enquête autour du sabotage des gazoducs Nord Stream 1 et 2. C'est un sujet qui est revenu dans l'actualité récemment suite à la publication de l'article du journaliste d'investigation Seymour Hersh qui mettait en cause les États-Unis dans cette affaire avec l'aide de la Norvège. Est-ce que vous pourriez revenir dans un premier temps sur les résultats de cette enquête journalistique et puis aussi sur les nouvelles avancées dans les recherches sur l'origine de ce sabotage? Oui, alors ce qui s'est passé est quand même très grave. Ce qui s'est passé, c'est qu'on a coupé le gaz à l'Allemagne et à une partie de l'Europe d'ailleurs, de manière brutale. Évidemment, lorsque c'est arrivé, alors que pourtant le président américain lui-même, son numéro 2 ou 3 du secrétariat d'État, l'avait plus ou moins annoncé, l'avait dit, avait laissé entendre qu'ils avaient les moyens de couper si jamais ce gazoduc entrait en activité. Eh bien, quand c'est arrivé, tout le monde a fait... D'abord, on a accusé évidemment la Russie, Oui. ce qui était d'une logique imparable. Évidemment, on ne voit pas très bien pourquoi, comment. Enfin, il y a des limites à l'autoflagellation quand même. Puis là, les enjeux économiques sont extrêmement lourds et géopolitiques. Donc, après avoir accusé la Russie, on a dit qu'il y avait une enquête en cours, etc. Les Allemands ont fini par dire écoutez, on ne sait pas. On ne sait pas, on pense que ça n'est pas la Russie, d'après ce qu'on a comme élément, mais enfin on ne sait rien. Et puis, quelques mois après déjà, effectivement, Seymour Hersh, qui est quand même un des plus grands journalistes d'investigation américains, sérieux, ultra sourcé, enfin avant de sortir quelque chose, voilà, c'est un grand professionnel. Il a évidemment mené son enquête et il a sorti cet article qui, en France, a été quasiment ignoré. Il y a eu quelques lignes Oui, voilà, enfin, dans les journaux, voilà, mais... très très peu, disant, eh bien oui, que la responsabilité est américaine, ce qui était assez logique et assez évident pour tous ceux qui s'intéressent à ces questions. Avec l'aide des Norvégiens, préparée de longue date, mise en place par avance au cours de manœuvres opportunes militaires qui avaient permis de faire ça. Et voilà. Donc, ça a commencé à monter un petit peu, à être un peu relayé par tout un tas d'autres médias et bien sûr sur les réseaux sociaux. Et surtout, ça a posé un vrai problème à l'Allemagne. Parce que l'Allemagne, en fait, qui sait très bien ce qui s'est passé, ne disait rien. Donc c'est laissé faire. Certains ont même dit, mais enfin c'est un acte de guerre entre pays au sein de l'OTAN. Voilà, donc c'est devenu assez compliqué politiquement pour les Allemands. Et récemment, dans le cadre d'une négociation plus globale, d'ailleurs économique, entre l'Allemagne et les États-Unis, et donc de compensation d'une certaine façon, eh bien, on a sorti de notre chapeau eh bien, une nouvelle incrimination complètement fantaisiste, complètement délirante, en expliquant que c'était des Ukrainiens ultranationalistes qui avaient eu les moyens, l'opportunité, évidemment le mobile, ça c'est sûr, de faire cela. Quand même, c'est totalement, c'est totalement extravagant. C'est totalement extravagant, mais c'est une façon pour les Américains de donner à Scholz des billes en interne en Allemagne pour faire taire un peu quand même la fureur, notamment des milieux industriels allemands, mais aussi politiques, qui trouvent que vraiment son silence sur cette attaque directe et très très lourde de conséquences pour l'économie allemande ne pouvait pas vraiment rester comme ça éternellement sans réponse. Donc là, voilà, on a trouvé un bouc émissaire, autre chose. Évidemment, ça ne sera jamais démontré, jamais véritablement éclairci. Mais c'est pas grave, c'est un petit écran de fumée. On en a un petit peu parlé tout à l'heure, l'administration américaine n'a jamais caché son opposition à Nord Stream 1 et 2.
y voyant tout à fait l'intérêt que cela pouvait représenter d'un côté pour l'Europe et de l'autre côté pour la Russie, qui donc livrait à l'Europe du gaz bon marché. D'après vous, qu'est-ce que cela dit de la relation entre les pays européens et leurs alliés américains? C'est une démonstration de vassalisation complète, de reprise en main totale. Pensent les Américains, mais on verra dans le temps, c'est la fin de leur cauchemar géopolitique. Et leur cauchemar géopolitique, c'est que l'Allemagne et la Russie soient liées. Et du temps de la chancelière Merkel et avant elle, bien sûr, de Schröder, les Allemands considéraient que le gaz russe bon marché, effectivement, était absolument indispensable, n'était pas négociable. Ça a été de tout temps, il y a eu des pressions américaines. Quand le chancelier Scholz est arrivé, au début, il s'est montré très en arrière de la main sur cette affaire et il résistait, à vrai dire. Il résistait parce qu'il y avait déjà... il faut se remettre dans le contexte. Il y avait déjà des manifestations contre la guerre, contre le soutien à l'Ukraine, contre l'envoi des chars, contre tout un tas de choses. Donc il y avait tout un contexte qui faisait qu'il ne prenait pas les décisions qu'attendait Washington. Là, c'est net, on les a prises pour lui. Voilà, donc c'est pas une bonne nouvelle pour ce qui est d'une alliance un peu équilibrée entre les puissances européennes et entre l'Europe et les États-Unis. Le rapport de force est clair. Voilà, nous sommes aux ordres. L'explosion donc des gazoducs représente une perte considérable pour ce qui concerne l'Allemagne et pour les pays européens, et de même que pour la Russie. D'après vous, comment se fait-il que ces pays ne cherchent pas justement à mener une enquête, puisque ces pays sont les premières victimes? Mais c'est impossible, ils ne le feront pas, ils n'attaqueront jamais, ils n'accuseront jamais les États-Unis. En fait, l'Amérique a, mais c'est encore une fois une vieille histoire et une vieille envie, et surtout depuis la révolution des gaz de schiste, il a été clair à un moment donné que l'Amérique devait devenir le fournisseur principal des Européens. Et donc le GNL, le GNL américain, ok, il est 4 fois plus cher, mais c'est comme ça, à vrai dire. Nous sommes vos alliés, nous travaillons en alliance, n'est-ce pas? Mais on travaille surtout en allégeance, à vrai dire, beaucoup plus qu'en alliance, malheureusement. Et sinon, pour revenir sur les enquêtes qui ont été menées, quelles sont les conclusions qui sont arrivées jusqu'à nous, jusqu'à présent? Ce qui a été dit publiquement par les uns ou les autres, par certains pays, par les Européens, etc., après le sabotage. D'abord, on a dit comme si on avait découvert, si c'était un scoop, c'est un sabotage. Ouais. Ah, dis donc, chouette, alors là, vraiment, on apprend quelque chose. C'est d'ailleurs ce qu'avaient dit les Allemands. Ça a été la conclusion de l'enquête allemande, je crois. Oui, voilà, de l'enquête allemande. Très bien, oui, bien sûr, c'est un sabotage, oui, absolument. Mais ça n'a aucun intérêt de dire ça. Tout le monde l'a compris, tout le monde le sait. En revanche, chercher les responsabilités n'est comme d'habitude pas audible et pas faisable, à vrai dire. Mais c'est là que le rapport de force se montre clairement. Et on le voit aujourd'hui. Le chancelier Scholz est donc allé récemment en face à face avec le président Biden, probablement pour mettre au point cette affaire. Donc l'Europe fait une règle, enfin un principe sur l'interdiction des moteurs thermiques pour toutes les voitures au sein de l'Union européenne. Et puis en fait, non, il y a une exception. Là, voilà, maintenant l'Allemagne est contre et l'Amérique lui a manifestement garanti qu'elle pourrait continuer à vendre toutes ces berlines de l'autre côté de l'Atlantique, y compris en délocalisant probablement quelques usines. Puisque là aussi l'Amérique a fait une législation complètement extraterritoriale de nouveau, en expliquant que les entreprises qui ne se soumettraient pas aux lois américaines n'auraient plus accès au marché américain. Et puis après, on vend l'exception. Voilà. Ça, c'est très bien fait. C'est très, très bien fait. Nous allons revenir sur le conflit ukrainien. Nous avions évoqué précédemment l'affaire concernant l'enquête publiée par Seymour Hersh sur l'origine du sabotage des gazoducs Nord Stream 1 et 2.
Ces informations ont été relayées par les médias français, mais en mettant parfois en doute les compétences de ce journaliste qui a été même qualifié de conspirationniste. Comment voyez-vous le traitement de cette information en France et plus largement du conflit qui oppose l'Ukraine à la Russie? Le problème de l'information en France sur ce conflit est un problème lourd que je trouve, que j'observe comme étant insoluble. Parce qu'en fait, on n'est jamais dans l'information. Voilà. Et on n'est même plus dans la désinformation. On est dans la propagande. Voilà. Donc on est, malheureusement, nos médias ont pris son parti comme un seul homme dans la foulée de l'invasion sur ce qu'on appelle aujourd'hui un narratif, n'est-ce pas? Un narratif qui est unilatéral. Donc non seulement on ne cherche pas les informations des deux côtés pour présenter une situation, mais on se concentre absolument sur tout ce qui va appuyer, nourrir une vision hyper politique et complètement moralisée de ce conflit. Donc ça veut dire qu'on ne parle pas de avant, qu'on ne parle pas de avant-avant, qu'on ne s'interroge surtout pas sur les responsabilités, voilà, il y a tout ça. Ensuite, il y a des mensonges éhontés sur le cours de la guerre, le cours militaire. Et moi, je ne peux pas croire quand même qu'on soit à ce point ignorant. Vous pouvez nous donner un exemple? Mais sur les pertes, sur les pertes d'un côté comme de l'autre, sur même le début de l'opération militaire spéciale et ses objectifs, qu'il s'agit de prendre l'Ukraine. Non, ça ne veut pas dire que la Russie ne va pas être obligée d'aller très loin territorialement. Si elle y est conduite et si elle n'a pas le choix, elle le fera. Mais les objectifs sont toujours les mêmes. Ils ont été dits, ils ont été explicités sur tous les tons par les responsables russes. Avant, pendant, au début, maintenant, bon, et on n'en tient pas compte. Donc on est malheureusement dans une bulle de réalité virtuelle. Et le problème, c'est que cette bulle, elle est aujourd'hui très menacée par l'ampleur du désaveu que lui inflige le réel. C'est-à-dire que d'un côté, il y a la stratégie de communication et puis d'un autre côté, il y a ce qu'il se passe réellement sur le champ de bataille. Mais bien sûr. Donc, on peut masquer tout ce qu'on veut, on peut faire croire tout un tas de choses pendant des mois, etc. Bon, très bien. Mais il y a un moment où ça vient taper le réel et on ne peut plus. Mais la bataille de l'opinion est quand même très importante et on voit que la stratégie de communication de l'Ukraine notamment a été assez efficace. Très, très efficace parce qu'elle se base sur la culpabilisation. Donc on est coupable. Nous, si on a le malheur de dire, écoutez, il faudrait peut-être arrêter les frais, c'est très dangereux, c'est dangereux pour tout le monde, c'est dangereux pour vous, c'est sans issue, alors là, on est du côté du diable, on est là, on agite tous les fantasmes de la Russie à l'assaut de l'Europe, bien sûr, de l'UE, de tout. Je veux dire, c'est délirant, c'est enfantin, c'est infantile en tout cas, mais c'est surtout bien triste pour les malheureux Ukrainiens que désormais on ramasse dans la rue pour les envoyer au front parce que l'Ukraine a un problème de comment dirais-je, ressources humaines, si vous voulez, de manpower, alors que la Russie, elle, non seulement elle n'a pas encore fait entrer en lice les 300 000 hommes qu'elle a mobilisés, mais surtout, elle a une manière de mener ses opérations militaires qui certes est très, très lente, aussi parce qu'il y a une très forte résistance, mais parce que son objectif est de conserver ses forces, beaucoup plus que de conquérir des territoires. Voilà, et ça, on ne veut pas le dire non plus, on ne veut pas le reconnaître, puisqu'on explique que c'est une guerre impérialiste d'agression dont il s'agit de prendre l'Ukraine. Ce n'est pas du tout le discours que l'on entend. Non, ce n'est pas du tout le discours, mais c'est pourtant la réalité. Et alors, pour finir, on va sortir un peu de l'Europe et de la Russie pour aller du côté de la Chine. La Chine qui a proposé 2 projets
l'un sur le règlement politique de la crise ukrainienne, ça a été publié le 24 février, le jour anniversaire, et l'autre sur une initiative de sécurité globale. D'après un porte-parole du secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, il s'agirait d'une contribution importante. Quel est votre regard sur ces contributions chinoises et quel pourrait être leur impact d'après vous? Voilà, ce sont des notes de position, effectivement, et c'est donc la manière dont la Chine voit ce conflit et ce qu'elle pense, en tout cas moi je l'ai interprété comme ça, comme devant être les principes qui permettraient d'arriver à apaiser la situation et à retrouver un équilibre global, en fait, au-delà de l'Ukraine, bien au-delà de l'Ukraine, notamment en réhabilitant un peu la crédibilité des Nations Unies, notamment en s'intéressant, enfin en condamnant la question des sanctions, notamment finalement en cassant cette espèce d'idée, parce que nous on est passé d'un ordre international fondé sur une charte que certes on ne respectait pas tout le temps, à un ordre fondé sur des règles. Alors c'est très pratique les règles, parce qu'en fait il suffit de les édicter. Voilà, donc si on édicte que par exemple on a un truc qui s'appelle la responsabilité de protéger, bon bah ça c'est l'ouverture à toutes les ingérences. Il vous suffit de décider que vous devez protéger un tel ou un tel et hop, vous êtes légitime et pourquoi pas, si on arrivait à faire rentrer ça dans le droit international, pourquoi pas légal, d'ailleurs ça a été fait en partie, de s'ingérer en permanence dans les affaires des autres. Donc je pense que les documents de position chinois sont bons en ce qu'ils remettent au goût du jour, ou en tout cas remettent en conscience des divers acteurs la nécessité de commencer par le respect de la souveraineté des États. Voilà. On n'est pas d'accord, on est tous différents, c'est extrêmement divers, on a des compétitions, on est concurrents, on s'aime pas. Bon, mais en tout cas, on est tous ensemble là et il faut avoir des principes qui font que les petits comme les grands ne sont pas sujets sans arrêt à des pressions ou à des manières d'interférer dans leur travail d'État vis-à-vis de leur population. Donc moi, je pense que c'est très important. Il faudra passer à des choses plus concrètes, mais de toute façon, la situation militaire n'est pas encore suffisamment... pour moi, elle est assez claire, mais ça n'est pas apparu et ça n'est pas admis et ça n'est pas accepté, ça n'est pas dit encore que l'Ukraine ne peut pas vaincre militairement. Oui, les spécialistes le disent, certains le savent, etc. Mais l'Occident ne peut pas l'admettre, évidemment, parce que pour ça, il faudrait qu'il soit capable de reconnaître qu'il est allé trop loin. Merci Caroline Galacteros, merci pour cet échange très riche. Je vous en prie, c'était un plaisir.